Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à votre émission Monde Politique qui reçoit pour vous aujourd'hui un enseignant écotoxicologue. Il est ingénieur en eau. Il s'agit de Monsieur David Moyenga qui, sur le plan politique, n'est plus d'ailleurs à présenter. Bonjour et bienvenue, Monsieur Moyenga. Oui, bonjour. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation dans le cadre de cette émission Monde Politique. Ce n'est pas la première fois que nous vous recevons ici, mais aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet particulier. Il s'agit de l'origine environnementale de la crise sécuritaire au Burkina Faso qui a d'ailleurs été l'objet d'une de vos communications. Mais d'ailleurs, en décembre, nous avions parlé de ce sujet. J'avais promis aux téléspectateurs et aux auditeurs que nous allons revenir sur ce sujet de façon plus élargie et de façon plus approfondie. Donc aujourd'hui, nous vous recevons pour en parler, l'origine environnementale de la crise sécuritaire au Burkina Faso. Donc je disais que vous êtes ingénieur en eau, enseignant écotoxicologue. Vous êtes également sur le plan politique le président du Socle, le Socle citoyen pour la libération, c'est un parti politique. Je rappelle aussi que vous avez été député CNT pendant la transition de 2014-2015 après l'insurrection populaire au Burkina Faso. David Moyenga, à Monde Politique, pour parler d'environnement. Bonjour encore une fois et bienvenue. Madame, Messieurs, voici camper le décor de cette émission qui commence avec une première question. Nous allons d'abord faire une entrée en matière en politique avant de glisser dans notre sujet. Les activités politiques étant suspendues, comment évolue le socle? Oui, le socle existe bien sûr dans des conditions, je dirais, beaucoup plus de restrictions. Néanmoins, sa direction continue la réflexion, continue de faire la lecture de notre situation politique nationale et elle se donne parfois le droit de produire des réflexions, par exemple publiées dans les médias sur par exemple notre lecture de la crise, quelle issue même d'ailleurs de la crise, et également bien entendu sur la question même de la rupture politique et de la nécessité de la rupture, qui est la ligne principale du socle depuis sa création, à savoir que le socle milite et prône pour une vision d'une rupture politique dans une nouvelle citoyenneté où l'homme politique doit être un bon citoyen. Donc, cette vision est déjà, voilà, elle est déjà bien fixée et maintenant, nous travaillons à ce que, quelles que soient les circonstances de fonctionnement du pays, que ce soit une situation transitoire ou autre, que cette vision puisse prendre forme au sein de l'esprit, des cœurs, pour pouvoir provoquer véritablement une issue utile pour qu'il y ait une véritable relève au Burkina Faso après tous ces événements politiques et que également on puisse tourner la longue page politique que le Burkina vit depuis quand même des décennies. Donc voilà un peu le but de nos interventions à l'heure actuelle, de nos réflexions, par exemple sur le multipartisme et toute l'histoire des secousses politiques depuis 1991 en revenant. Et on est remonté même à la période des années 1960 sous Maurice Yamogo, comment le jeu a été mené par rapport à la gestion des partis politiques. Voilà, sous le CNR, dans le 83 en venant, et sous également le régime de Blaise Compaoré, sous le MPP. En fait, nous menons des réflexions pour que ça puisse servir de matériaux de base, c'est-à-dire des fondements pour permettre de mieux faire, voilà, une réflexion sur notre paysage politique. Par exemple, aujourd'hui, nous estimons que il ne faut pas remettre en cause les acquis que le peuple a obtenus durant tout ce temps, même au plan politique. Parce que les libertés politiques n'ont pas été un don de Père Noël. Ça a été des combats politiques de tout un peuple et de sa jeunesse. Le multipartisme, le fait qu'il y ait une animation et l'opinion politique variable au Burkina Faso, c'est notre gain. C'est une richesse. Ce qui n'est pas forcément le cas ailleurs. Et c'est des combats panafricains, puisque toute l'Afrique dans les années 90 a basculé dans les combats pour libérer l'espace politique et ouvrir ce qu'on appelle la pluralité démocratique. C'est la même chose par rapport même
aux candidatures indépendantes au Burkina. Au Burkina même, on n'est même plus au stade de parti politique. Ça veut dire que tout Burkinabé, fondamentalement, potentiellement, peut être un acteur politique parce qu'on est allé au-delà même de l'existence de simples partis politiques. Donc, aujourd'hui, nous essayons de faire comprendre qu'il faut éviter les reculs. Même les espaces de liberté, l'espace républicain, c'est vrai. La démocratie, en tant que modèle politique, notamment sous l'angle vu la démocratie libérale élective, son échec et l'échec de la classe politique, ça c'est un fait aujourd'hui assez clair. Mais les évolutions ne doivent pas consister en fait à complètement couper en deux, voire tuer carrément l'existence même de la démocratie. Non, il faut plutôt évoluer vers un renouveau démocratique fondé sur de nouvelles valeurs qui nous permettent maintenant d'assurer la transition politique et la transition démocratique dans notre pays. Bon, en tout cas, pour nous, les transitions sont des moments, en tout cas, très très propices pour des réflexions de fond et des productions intellectuelles de qualité. Et c'est le rôle des partis politiques, c'est le rôle même, parce que le parti politique, au-delà d'être dans la conquête et l'exercice du pouvoir là, mais c'est d'abord l'animation du jeu politique, l'animation de l'espace public, les prises de position sur les questions essentielles de la République, telles que par exemple l'unité nationale, la question de l'armée, la question par exemple de la crise actuelle et ses différentes dimensions. Mais si les partis politiques n'animent pas, qui va animer? Donc, le rôle d'un parti politique, ce n'est pas seulement attendre les élections, mais face aux situations dans un pays, les partis politiques doivent animer, prendre position, donner leur éclairage, se positionner par rapport à leur vision et ce qu'ils ont écrit dans leur programme politique. Mais c'est ça le rôle du parti politique. Voilà, donc je pense que nous nous attelons, en tout cas, dans toutes les mesures du possible, de mener ce genre de réflexion, d'où nos conférences, d'où justement nos cadres souvent de réflexion sur papier dans les différentes presses. Voilà, c'est pour entretenir toujours l'esprit en veille et le débat parce que, bon, ce n'est qu'une parenthèse et forcément, nous allons évoluer vers un autre équilibre. D'accord, nous allons évoluer vers un autre équilibre et je l'espère bien. Mais cette émission, nous allons parler d'environnement, comme je l'avais dit. Donc, l'origine environnementale de la crise sécuritaire au Burkina Faso. Faisons connaissance avec les termes. Qu'est-ce qu'on entend par environnement? Oui, donc vraiment merci. Bon, nous avons d'abord voulu cette conférence parce que la lecture de la crise sécuritaire dans notre pays, avec tout ce qui a été ramené comme débat, concept, théorisation de la crise, les options, ça a toujours été soit d'un point de vue, soit bon, par rapport au militaire, ou bien quelquefois les débats ont tourné sur des dimensions liées à des communautés ou à des ethnies, bon, donc qui sont des dimensions en fait de la crise. Voilà. Maintenant, pour nous, nous avons voulu qu'on voie à travers cette conférence une dimension environnementale, c'est-à-dire liée même à la gestion des ressources même de notre pays en tant que tel, parce que cet élément-là, c'est une dimension importante dans l'évolution des crises, des conflits, voire des différends dans les pays. Et c'est ça qui est la cause des crises, des grands conflits dans le monde. Voilà pourquoi nous, on a voulu qu'on regarde aussi un peu vers cette fenêtre-là pour compléter véritablement les débats. Comme je vous disais tantôt, nous essayons de contribuer au débat. Maintenant, l'environnement, effectivement, c'est tout l'espace qui nous entoure, tout le milieu qui nous entoure, avec, ça peut être des objets, ça peut être des ressources qui entourent l'homme et les communautés, je dirais, humaines de façon générale. Et cet environnement-là, en réalité, il nous offre un certain nombre, en fait, de moyens de vie, qui sont les ressources naturelles. Donc, cet environnement contient les ressources naturelles. Donc, l'environnement est source de vie. Pour ne pas dire que, si vous voulez, l'homme est comme, si vous voulez, un individu qui existe dans un ensemble de matériaux constitués d'air, d'eau, de sol, de végétaux, voilà, de nourriture. Et
c'est cet environnement-là qui livre à l'homme ses moyens de subsistance, d'existence et son devenir. D'accord, mais on entend souvent parler également de ressources naturelles. Voilà. On parle de la même chose? En fait, il y a une nuance. Les ressources naturelles, alors, deviennent un ensemble, voilà, de ressources aussi qui sont bénéfiques, dont l'homme tire, en fait, pour d'abord sa vie, pour l'économie, pour le développement, s'il s'agit des États, et pour la construction de puissance. Entre autres, les ressources naturelles, ça peut être quoi? Ça peut être l'eau. L'eau est une ressource naturelle, contenue dans l'environnement. Vous voyez, vous prenez la terre. La terre, c'est une ressource naturelle. Vous voyez bien que les besoins de la terre, que ce soit les terres arables, les terres de culture, ou même pour faire des constructions, c'est un élément important dans l'organisation aussi bien des villes, des hommes, et même en dehors des hommes, d'autres espèces en tant que telles. Et donc, vous voyez, cette ressource, elle est importante pour la vie, alors, des hommes. Ainsi de suite, vous avez les ressources également qui peuvent être par exemple énergétiques, comme par exemple, cette fois-ci, vous avez le pétrole et tout ce qu'il y a, qui rentre dans les ressources minérales. Vous avez les ressources minières, voilà, par exemple l'or aujourd'hui au Burkina, mais il n'y a pas que ça, il y a le coltan, il y a d'autres ressources, d'autres ressources minérales qui sont les ressources naturelles. Et donc, les sociétés, l'industrie, les États, les puissances ont besoin pour pouvoir assurer leur développement, sinon voir en fait garantir leur puissance. Et donc, vous voyez bien que déjà, quand on parle des ressources, on voit bien les enjeux de l'existence de ces ressources naturelles par rapport à différentes échelles communautaires, que ce soit même au niveau village, ou bien que ce soit au niveau d'un pays. Les ressources naturelles ont des intérêts divers qui peuvent être utilisés. D'accord, qui peuvent être utilisés, mais qui peuvent être en même temps source de conflits. Est-ce qu'on a comment on appelle ça, un état de lieu des évolutions de ces conflits là, liés aux ressources naturelles de l'histoire? Oui, en fait, déjà même dans l'histoire du monde, en réalité, ce sont ces ressources-là qui ont toujours été à la base de conflits, comme par exemple l'eau. On parle même de la guerre de l'eau. On parle même plus de crise, mais la guerre de l'eau. Parce que le contrôle de cette ressource, elle est à la base du développement de beaucoup de pays, des civilisations, et même... Pourquoi la guerre de l'eau? Pourtant, il y a de l'eau partout. Non, justement, il n'y a pas assez d'eau. Ah, il n'y en a pas assez. Parce que vous avez l'eau sous diverses formes sur la planète. Et vous n'avez que peut-être 0,76% de cette eau-là qui est disponible réellement. Sinon, tout le reste, l'eau est sous forme, si vous voulez, de calottes glaciaires. Il est sous forme, par exemple, marin, les océans. Mais vous ne pouvez pas directement les consommer sans avoir vraiment les transformer. Donc, l'eau qui réside, par exemple, dans les ressources, comme on dit, par exemple, l'eau souterraine, ou bien l'eau qui va dans les barrages, dans les cours d'eau, ne représente que 0,76% de toute l'eau mondiale contenue sur la Terre. Rien que 0,76%. Et le reste est où? Le reste est sous forme, en fait, emmagasinée, soit dans la glace, ou bien elle constitue l'eau des océans, l'eau des mers. Mais cette eau-là, ce n'est pas de l'eau disponible. Vous ne pouvez pas l'utiliser sans une certaine transformation. Donc, elle est là, mais elle n'est pas utilisable. Donc, pour qu'elle soit utilisable pour les besoins tels que nous voulons faire, par exemple, nous voulons de l'eau pour produire de l'eau potable, nous avons besoin de l'eau de barrage ou de l'eau de rivière. On a besoin de ça. Pour prendre l'eau de mer et faire l'eau potable, c'est très compliqué. On peut arriver, parce qu'il y a des systèmes aujourd'hui, mais ça demande beaucoup d'apports énergétiques et de l'économie pour pouvoir produire ce type d'eau-là. C'est vrai que la recherche est en train de voir dans ce sens comment il faut faire, mais c'est très important de pouvoir, pour l'avoir, c'est très difficile. Alors que quand vous avez par exemple les eaux de barrage, l'eau des fleuves, mais c'est ça qui est utilisé pour la production par exemple d'eau potable. L'eau qui vient au robinet, on prend l'eau des retenues d'eau et on le fait passer dans une station de traitement avec différentes étapes de traitement, on produit de l'eau potable et on distribue dans la ville. C'est plus facile ainsi. C'est la même chose. Ceux qui font des activités industrielles, ils utilisent l'eau soit directement, l'eau même de la ressource, par exemple ceux qui font l'activité minière, ou ceux qui font des activités de cimenterie, la grande industrie, ils utilisent quelle eau? Même ceux qui vont faire l'eau
de production agricole, allant des maraîchers jusqu'à des grands champs artificiels. Mais ils ont besoin d'eau qui n'est pas l'eau de mer. Parce que l'eau de mer ne permet pas la production des plantes que nous consommons là en tant que telles. Peut-être d'autres types de plantes, mais pas celles-là. Ouais, donc du coup, alors, la disponibilité des eaux vraiment de ressources, qu'on appelle les eaux de surface ou les eaux de surface, les eaux naturelles ou les eaux douces en tant que telles, ce sont ces eaux-là qui ont une certaine utilité. Donc du coup, il y a une compétition pour en fait l'utilisation de cette eau-là. Voilà pourquoi elle devient encore plus rare. À l'échelle des pays? Même à l'échelle des pays. Mais comment est-ce que cette compétition, cette guerre se fait? Par exemple, il y a deux formes je peux parler de plusieurs formes de compétition. Par exemple, à l'échelle des pays, comme vous le dites, quand vous prenez le Nil, c'est l'un des plus grands fleuves du monde. Il nourrit plus de 23 millions, en fait, 123 millions d'âmes entre l'Égypte, le Soudan et puis, par exemple, l'Éthiopie. Alors, mais le Nil contribue à plus de 95% de la gestion économique, par exemple, et des usages d'un pays comme l'Égypte. Alors qu'elle prend sa source pratiquement en Égypte. Plutôt, je vais dire en Éthiopie. Elle prend sa source en Éthiopie. Et l'Éthiopie fournit plus de 94% de cette eau. Mais ça profite à plus de 95% à l'Égypte. Imaginez si l'Éthiopie doit en fait faire des usages de manière à soit bloquer, réduire ou bien perturber au niveau de l'Égypte. Ça fait véritablement une menace même pour la survie d'un pays comme l'Égypte. D'ailleurs, c'est ça qui justifie dans cette zone la plupart des conflits entre l'Égypte, l'Éthiopie et puis le Soudan, qui reste un foyer aujourd'hui de guerre pour le contrôle de différentes ressources. C'est pourquoi pour la construction de certains barrages hydroélectriques, c'est compliqué, où il y a des pays qui supposent que tel pays construise un barrage hydroélectrique. Je ne vous le fais pas dire, c'est ce que je voulais dire indirectement, que certains ouvrages de mobilisation des ressources en eau, en amont, c'est-à-dire là où le fleuve part, si en amont, on réalise beaucoup d'ouvrages de mobilisation, comme par exemple, vous le dites, des barrages ou bien d'autres grands travaux, ça peut véritablement perturber. Donc, il faut une entente entre les États, sinon, ça peut déboucher sur un conflit. Et beaucoup de conflits liés à l'eau entre États, c'est ce que l'on appelle à l'échelle même nationale, entre États, il peut y avoir des conflits. Entre puissances, il peut y avoir des conflits. Entre des multinationales, il peut y avoir des conflits pour l'exploitation. Et entre, bien sûr, au niveau local, peut-être agriculteurs, éleveurs et d'autres, il peut y avoir également des compétitions autour de ça qui peuvent évoluer jusqu'à ce qu'il y ait un conflit. J'aimerais quand même préciser cela. Vous voyez, par exemple, les usages, c'est quoi? L'eau, de façon générale, même si vous prenez ici, il y a l'usage domestique, c'est-à-dire ce qui rentre dans la ville pour nos besoins de la ville. Mais vous avez l'usage agricole de l'eau. Il y en a qui prélèvent l'eau pour des usages agricoles. Il y en a qui le prélèvent pour les usages miniers. Ou bien pour laver même les engins. Par exemple, au bord des routes. Au bord des routes, mais ça reste dans l'eau de ville, puisqu'on le met dans l'eau de ville. Par contre, l'usage minier, c'est l'ensemble de l'industrie minière qui prélève un certain nombre de l'eau dans votre pays chaque année. Quand on voit la quantité prélevée par rapport à la quantité d'eau tombée, le reste va servir aux autres usages de la ville et ce qu'il y a. Donc s'il n'y a pas un arbitrage, s'il n'y a pas une bonne politique de l'eau, alors il peut y avoir des pénuries, voire même il peut y avoir des conflits avec ce type de production-là. Mais il n'y a pas que les miniers. Il y a aussi, par exemple, j'ai parlé de l'agriculture, par exemple. L'agriculture utilise plus d'eau que, en fait, voilà. Et s'ils vont rentrer dans certains types de production, ça peut menacer les disponibilités de l'eau en ville. Donc, c'est des éléments qu'il faut arbitrer. Et du reste, je ne voudrais pas trahir le cas de Coca-Cola en Inde, qui a beaucoup utilisé de l'eau parce qu'ils sont implantés pour produire Coca-Cola et qui, à un moment donné, ça a provoqué des pénuries et ça a entraîné des soulèvements des populations. Parce qu'ils n'avaient plus d'eau ou l'eau coûtait extrêmement cher, mais c'était lié à l'activité, justement, industrielle, de production qui renflouait une autre économie. Mais pour les populations, qu'est-ce qu'ils gagnent en tant que tel? Voilà en fait déjà un ensemble de sources de conflits qui peuvent être liées à l'eau
par exemple, dans un pays. Donc, quand on fait le panorama, même si vous repartez, attention, je parle des ressources naturelles, ce n'est pas seulement que l'eau. Oui. Ça peut être aussi le cas, par exemple, de l'exploitation du coltan en RDC, ou de diamants, par exemple, en Sierra Leone ou au Libéria. Et on a vu que là-bas également, à l'intérieur même du pays, de façon internationale, dans chaque pays, il y a eu des groupes et des réseaux qui se sont mis en place, et ça a entraîné des guerres de prédation, des réseaux de prédation, du trafic de tout genre, et ça a provoqué une crise politique, l'explosion de l'État, et je crois que jusque-là, on travaille même toujours à désarmer, à pacifier et à reconsolider en tant que tel. Ce type de conflits-là sont légion en Afrique, en RDC c'est la même chose, ainsi de suite. Voilà, donc en fait, les ressources naturelles sont en fait à l'origine de beaucoup de conflits dans le monde. D'ailleurs, il y a des chiffres qui donnent, hein. Vous prenez même déjà entre 90 et aujourd'hui, plus de 40% des conflits sont liés en fait à l'exploitation des ressources naturelles. 40%, c'est beaucoup. 40%. Et ça même, on compare par rapport à tous les conflits qui ont eu lieu depuis la Deuxième Guerre mondiale jusqu'à aujourd'hui. Et vous prenez justement entre 90 et aujourd'hui là, le nombre de conflits dans différents pays qui est lié à l'exploitation de ces ressources naturelles là, ça prend plus de 40% de tous les conflits. Vous voyez comment c'est? Parce qu'il y a eu l'épopée du bois. Exactement. Le pétrole, voilà. Après on évolue vers, puisque ça dépend aussi de facteurs comme par exemple les facteurs commerciaux, le marché, qui définit l'intérêt par rapport à l'exploitation, au coût, aux bénéfices qu'elle peut créer et à l'utilisation maintenant à l'instant T. Donc une ressource même peut être dans un premier temps une ressource peut-être moyenne qui n'est pas très utilisée, mais au fur et à mesure, elle peut prendre de la valeur. Voilà. Peut-être qu'un jour même, les dunes de sable peuvent constituer un jour une ressource incontournable pour laquelle on se battrait pour pouvoir véritablement contrôler cette ressource et pouvoir en faire, si vous voulez, une matière garantie pour la puissance, l'exploitation ou le développement d'un certain nombre de pays. Donc voilà un peu tout le problème de ces ressources naturelles. Madame, Monsieur, vous qui nous suivez à la radio, sachez que notre invité aujourd'hui c'est Monsieur David Moyenga. Il est ingénieur en eau, enseignant écotoxicologue. Nous parlons de l'origine environnementale de la crise sécuritaire au Burkina Faso. On parle actuellement de la guerre de l'eau. Donc il y a, vous avez fait le panorama des conflits liés aux ressources naturelles à différentes échelles. Maintenant, si nous revenons au niveau du cas du Burkina Faso, est-ce qu'il y a des conflits liés aux ressources naturelles dans notre pays? Voilà, justement, c'est tout l'objet de notre conférence. C'était de montrer qu'il y a une dimension environnementale à la crise sécuritaire que vit le Burkina Faso. Et pourquoi? D'abord, vous avez vu que dans le monde, la compétition et l'enjeu des ressources naturelles est source de conflits, même entre États, entre puissances, entre multinationales et tout ce qu'il y a. Maintenant, au niveau national, local, en ce qui nous concerne également, les mêmes compétitions peuvent surgir sur l'exploitation des ressources qui sont les nôtres dans le même pays. Et donc, dans ce cas de figure, quand on fait l'état des lieux, vous constatez que, alors, il y a une étude qu'on a exploitée, qui a été publiée en 2001, qui montre que plus de 2000 et quelques cas, 2300 et quelques cas de conflits qui ont eu lieu au Burkina Faso étaient des conflits agriculteurs, éleveurs et des conflits ruraux sur 3 années seulement. 2000 et quelques. 2000 et quelques conflits, oui, sur 3 années seulement. Sur 3 années seulement. Ce qui veut dire quoi? 95% de tous ces conflits étaient des conflits liés à des problèmes agriculteurs, éleveurs et des problèmes fonciers ruraux, ainsi de suite. Alors, maintenant, il y a même l'histoire. Quand on prend dans la nuit des temps, depuis les années des indépendances en venant, la plupart des conflits qui ont eu lieu, que ce soit entre villages, entre communautés, entre secteurs d'activités différentes, c'était également ces conflits qui étaient représentés. Ensuite, il y a d'autres conflits qui sont apparus de par plus tard, les conflits miniers. Parce que là, c'est lié à l'exploitation, si vous voulez, de l'or au Burkina qui est apparu, ou entre orpailleurs et mines industrielles, entre population et orpailleurs, et entre population et mines industrielles de façon croisée. Vous avez aussi pas mal de conflits qui apparaissent, mais ces conflits ne représentaient que 4% des conflits, tout simplement. Donc,
faisant cet état des lieux, on se rend compte que sur tout le Burkina Faso, l'ampleur des conflits, ça atteint presque toutes les zones du Burkina. Toutes les régions sont concernées. Toutes les provinces, même pratiquement, vous regardez, ils sont concernés. Voilà. Et maintenant, il y a des pics par région. Vous allez voir qu'il y a certaines régions, notamment 4 régions, qui sont les régions qui tiennent les plus élevés en termes de cas de conflit qui se sont déroulés. 4 régions au Burkina. 4 régions au Burkina Faso. Voilà. Je n'ai pas voulu les citer, mais il y a bien sûr la région de l'Est. Vous pouvez les citer. Elle fait partie. Vous avez la région du centre-nord. Vous avez la région, là où il y a beaucoup de Mouhoun, là, c'est... Oui, la région de la Boukou de Mouhoun. La Boukou de Mouhoun. Voilà. Vous avez cette région-là. Voilà. Vous avez les hauts bassins, qui sont les pics les plus élevés en termes de conflits. En fait, si vous voulez, agriculteurs, éleveurs et quelquefois des conflits fonciers ruraux, sinon des conflits miniers. En tout cas, selon une étude réalisée en 2015 par le ministère de la Justice, des Droits humains et de la Promotion civique, cela a mis en exergue qu'en moyenne, 36,3% des conflits enregistrés dans les régions sont liés à l'exploitation des ressources naturelles. Cette moyenne nationale a plus que doublé selon l'échelle actualisée en 2018. Et concerne la période de 2015 à 2017 avec une valeur de 90,96% des conflits liés à l'exploitation des ressources naturelles. Exactement. Cette forte croissance des situations conflictuelles est essentiellement due à l'augmentation continue des conflits fonciers ruraux. Exactement. Effectivement, les chiffres sont éloquents. Les chiffres sont clairs et les chiffres établissent une certaine corrélation avec tout le phénomène que nous voyons en fait à l'ère actuelle. Actuellement là. Ah oui. La corrélation est tellement nette. Et d'ailleurs, si vous remarquez, l'étude a été menée parce qu'on cherchait à comprendre une situation. Les vérifications sont assez claires. Aussi bien cette étude, mais d'autres études menées beaucoup plus loin. Alors, en fait, tout de suite, pour ceux qui nous suivent, ils vont se poser la question, mais peut-être pourquoi alors ces conflits peuvent déboucher? Oui, parce qu'il y a des facteurs qui vont venir se greffer. Oui, ok, voilà. Et les facteurs qui vont se greffer pour donner en fait ces différentes crises-là, ce sont, je dirais d'abord la démographie. La démographie, c'est-à-dire c'est l'augmentation de la population qui va entraîner une plus grande pression sur ces ressources naturelles-là selon les régions. Il peut y avoir une migration, il peut y avoir également d'autres variations qui peuvent entraîner effectivement cette, je veux dire, accentuation de la compétition. Ensuite, vous avez aussi ce qu'on peut appeler des facteurs environnementaux. Par exemple, s'il y a des sécheresses dans une zone, ou bien il y a des inondations, ou bien à cause de ce qu'on appelle communément changement climatique, il y a une réduction drastique de la ressource en eau et sa disponibilité, ça va accentuer davantage, si vous voulez, voilà, les compétitions. Et si maintenant, l'un des autres facteurs qui est majeur, c'est quand même la présence de l'administration, voire de l'État. Parce qu'on est dans un pays qui est dirigé, qui est régenté, qui est administré d'une manière ou d'une autre. Maintenant, tous les outils, les instruments, est-ce qu'il y a une bonne gestion de tous ces facteurs et ces éléments-là? Voilà. Donc, la faiblesse de l'administration peut être une des causes. Par exemple, manque de moyens de gestion des conflits, ou une certaine gouvernance locale, ou même des problèmes de justice, des questions de règlement. Souvent, il y a une grande faiblesse parce qu'il faut l'expliquer, nos lois classiques, sinon voir nos États de façon moderne, classique, actuelle, n'arrivent pas en fait à mettre en œuvre la totalité des moyens qu'ils ont, par exemple dans le milieu rural et autres. Par exemple, un des seuls exemples, quand vous prenez le droit foncier, il y a le droit coutumier, il y a le droit, si vous voulez, classique qu'on appelle droit classique fondamental positif. Ben, ça se confronte tout le temps. De sorte que même, souvent, le droit... On ne sait même plus à quel droit il faut faire. On ne sait pas auquel il faut faire, mais on sait que le droit classique actuel, là, il va se buter à des réalités sur le terrain, en fait, si vous voulez. Voilà. Donc, du coup, ça fait qu'on n'arrive pas. Il faut trouver d'autres alternatives pour régler les crises. Souvent même, c'est de façon locale,
que les crises se résolvent en tant que telles. D'ailleurs, l'étude même revient sur tout ça. Essaye de démontrer en fait et montre comment peut-être il faut peut-être utiliser ces facteurs-là pour rentrer dans le cadre de la résolution. D'accord. En tout cas, selon les types de conflits, on a les conflits fonciers ruraux, les conflits autour des cultures, donc conflits entre agriculteurs, entre agriculteurs et éleveurs, les conflits entre éleveurs sédentaires et transhumants, les conflits pour les limites au niveau des villages, les conflits sur l'occupation illégale des pistes à bétail, les conflits sur l'occupation illégale des zones pastorales de pâture. Alors, moi, je vais m'attarder sur un conflit, les conflits sur l'occupation illégale des pistes à bétail. Aujourd'hui, est-ce qu'avec l'explosion, avec la population qui est en train de grandir au Burkina Faso, de s'agrandir au Burkina Faso, est-ce que les pistes à bétail, ça constitue également un autre problème? Parce que vous avez des villages qui ont pris des proportions, ça a grandi, et donc des gens se sont allés s'installer sur le passage des animaux. Alors, la solution à une telle situation, c'est quoi? Voilà, en fait, c'est ça, nous parlons de la faiblesse de nos politiques et de l'administration. Il faut avoir de la vision. C'est-à-dire qu'en principe, à divers niveaux, ça peut être géré. D'abord, il y a les règles établies, la politique, comment elle s'est définie pour la gestion de ces situations. D'ailleurs, il y a des structures, il y a des cadres qui sont en fait existants pour pouvoir gérer ces genres de conflits-là. Indépendamment des cadres juridiques, il y a des cadres qui existent, dont l'État est en fait au courant pour pouvoir gérer ces genres de situations-là. Mais maintenant, c'est jusqu'à ce qu'on atteigne la limite de ce qu'on peut faire. Mais si la situation d'occupation ou d'accrochage, ça s'aggrave, à un moment donné, vous ne pouvez pas, il faut avoir de la perspective à l'intérieur. Donc voilà pourquoi nous estimons déjà à ce niveau que il faut avoir des alternatives sur le modèle même d'abord de l'agriculture et le modèle aussi même de l'élevage dans les pays comme les nôtres, parce que à un moment donné, avec la démographie et avec aussi, je dirais, j'allais dire beaucoup la situation des terres qui sont de plus en plus moins disponibles, c'est-à-dire que c'est des types de pratiques qui ne peuvent plus continuer. C'est-à-dire l'élevage extensif et l'agriculture extensive. À un moment donné, il faut trouver une alternative. Et là, il y a des pays qui ont trouvé des alternatives pour faire l'élevage intensif. Ils ont changé le mode de production des animaux et le mode de culture pour pouvoir libérer les espaces et éviter. Donc ça veut dire que notre pays est resté à un stade un peu, si vous voulez, je ne dirais pas rudimentaire, mais nos méthodes n'ont pas beaucoup évolué. D'accord, mais il y a un type de conflit, là, les conflits entre les pêcheurs et les éleveurs. Comment est-ce que ce conflit se manifeste? Non, ça aussi, pêcheurs, éleveurs, ça peut se manifester dans le sens tout simplement des conflits autour de l'eau. Oui, tout à fait. Voilà. Mais comment ça se manifeste? Lui veut pêcher du poisson, lui veut abreuver ses animaux. Est-ce qu'il peut avoir un conflit? Et il y en a qui estiment que, en fait, l'usage de l'eau contribue à assécher les rivières et tout ce qu'il y a, et ça diminue, par exemple, les quantités de poissons, ainsi de suite. Donc, cela est source un peu, si vous voulez, de leur paupérisation ou de leur survie. Et dans ce cas, vous voyez bien que il y a un aspect que peut-être je n'avais pas d'expliquer au départ dans les concepts, c'est que c'est le principe de l'homme et de sa relation avec son environnement direct, qui est un principe écologique en fait vital. Si vous le décollez de son espace ou vous le décollez de son activité, l'espèce ne peut plus exister. L'homme ne peut plus en fait exister. Donc, vous voyez que dans le cas que vous avez demandé, à savoir entre pêcheurs et puis éleveurs, s'ils estiment que l'assèchement des points d'eau peuvent entraîner, par exemple, l'épuisement des poissons, alors que eux, ils vivent de ça. C'est ce qu'ils savent faire. Ou bien la présence des animaux perturbe les pièges à poissons. Exactement. Tellement de cas. Donc, ils se gênent et il y a une compétition qui naît d'une manière ou d'une autre entre eux. Et ça aussi, ça peut provoquer effectivement les accrochages. D'accord. Mais les autres types de conflits sont les conflits miniers, donc c'est-à-dire les conflits entre orpailleurs et sociétés minières. Exactement. Vous avez vu ça beaucoup à l'air libre ces derniers temps, où il y a eu beaucoup de cas où des groupes sont allés même pour attaquer la mine, voire même demander la fermeture. D'autres même sont rentrés, ils ont entraîné même des dégâts. On a eu le cas de... Oui, parce que en fait, l'activité minière, pour beaucoup de populations qui sont dans une certaine situation économique, estiment que c'est peut-être une chance aussi pour pouvoir avoir des revenus. Ça, c'est vrai. Mais maintenant,
c'est l'organisation maintenant de l'activité minière, notamment l'orpaillage ou l'activité artisanale là, d'exploitation de l'or, qui devient maintenant un problème. Voilà. Et également, comme je l'ai dit, il y a des acteurs qui sont sur le terrain qui doivent organiser tout ça. Si tout ça n'est pas bien fait, c'est clair qu'à un moment donné, il va y avoir des accrochages. Et je vous dis, attention, ce n'est pas seulement les orpailleurs, même les populations aussi. Oui, il y a même entre les populations et les orpailleurs. Ah oui, parce que là aussi, en fait, les populations trouvent que les orpailleurs empiètent sur beaucoup de choses, aussi bien sur les terres, qui peuvent même intoxiquer des points d'eau, intoxiquer des sols, et cela peut en fait influencer sur la production des populations. Et ça, c'est des choses qui sont vraies. Quelquefois même, il y a des cas d'intoxication qui entraînent des morts d'animaux, vous avez déjà entendu ça, ou des morts même d'hommes en tant que tels, parce qu'ils utilisent un certain nombre de produits toxiques, qui sont justement le mercure, le cyanure, la soude caustique, et bien d'autres, qui polluent l'eau, ou qui polluent le sol. Et s'ils deviennent inutilisables, ceux qui ne font pas la production minière, qui comptent sur l'eau et autres, qu'est-ce qu'ils font? Voilà un peu comment il va s'établir justement une relation, si vous voulez, de compétition entre les deux. Voilà. Mais c'est dit, si ça se limitait à une compétition, c'est une relation conflictuelle qui naît pour la survie de chacun. Voilà. Et donc, ça se manifeste également de cette manière. Et vous avez aussi, entre population et sociétés minières directement. Tout à fait. Il y a ce conflit-là aussi. On a vu dans le cas de Bissa Gold, où des populations dans les environnements, je crois, des Sapsé et autres là, qui sont tout le temps, parce qu'ils estiment, nous avons été déplacés de notre milieu naturel. Ah, les indemnisations et les réhabilitations, certainement, il y a encore des plaintes. Il y en a qui disent, oui, on nous avait promis ceci, il n'y en a pas. Ou bien d'autres disent, nous avons dans tout ce permis minier là, parce que quand même les pays c'est de plusieurs kilomètres carrés. Il y a du bois, il y a de la terre, il y a plein de choses. Il y en a qui veulent rentrer pour les exploiter parce qu'ils... Donc, tout cela crée... Et à un moment donné, si la mine n'a pas véritablement une politique, ou l'État qui gère normalement les deux entités ne développe pas une politique pour pouvoir faire voir le bénéfice de la coexistence pacifique entre les deux, forcément, ça va créer un problème. Et je pense que les conflits qui sont en train de se monter dans notre pays ces dernières années, qui sont connus et dont les alertes avaient été faites, c'était bien sûr les conflits miniers. Et tout le monde savait qu'à un moment donné, ça pouvait évoluer vers, voilà, carrément des conflits ouverts, donc indifférents. Et cela exacerbe aujourd'hui la crise sécuritaire aujourd'hui. Eh oui, elle exacerbe, puisque si les uns et les autres n'ont pas leur activité, la vulnérabilité et tout ce qu'il y a, ben, ils rentrent dans toutes les activités, aussi bien de trafic, des activités illégales, et même peuvent être, si vous voulez, comme vous le savez, des sources de recrutement d'autres groupes violents ou terroristes pour pouvoir agir sur le terrain. Ça, je pense que c'est ce qu'on entend d'ailleurs comme discours de façon beaucoup plus classique. Donc, ça veut dire que nous, nos États-là, ont besoin véritablement de politique réellement en la matière. Non seulement, c'est vrai, quand la situation est déjà explosive comme ça et qu'on essaye de résoudre, bon, la plupart voient comment on règle d'abord l'arrêt de la violence et des tueries. Mais dans l'avenir aussi, il faut voir comment il faut jouer sur non seulement la planification quant au contrôle, l'organisation et la gestion des ressources dans un pays, la propriété de la gouvernance de ce secteur des ressources naturelles, la bonne gouvernance est un élément très important, et au-delà, la répartition de ces ressources-là à l'échelle nationale et des communautés. Parce que ça relève des éléments de justice sociale, ça relève d'éléments de besoins fondamentaux pour les gens. Et si cela n'est pas fait, je ne crois pas qu'on ait d'autres mécanismes, en tout cas à moyen, à long terme, pour résoudre ce genre de crises. Puisque c'est ça la cause fondamentale. Tant que vous n'avez pas résolu cette cause fondamentale, vous ne l'avez pas étouffée à la base, vous n'avez pas recréé des équilibres de confiance, permettre à chacun d'avoir le sentiment qu'il peut avoir une ressource de survie, qu'on ne lui prend pas sa ressource, ou qu'il a une équité, s'il y a un problème, il y a une justice qui peut se faire en sa faveur,
Mais ça pose un problème. Donc vous voyez, nous retombons dans une crise d'État. Nous retombons dans une crise d'État. En attendant, je voudrais dire à ceux qui nous suivent à la radio que notre invité, c'est David Moyenga. Il est ingénieur en eau et enseignant éco-toxicologue. Nous parlons de l'origine environnementale de la crise sécuritaire au Burkina Faso à cette émission Monde Politique. Effectivement, comment on s'en sort? Mécanisme de résolution, comment faire? Oui, Est-ce qu'il faut penser solution aussi? Oui, la solution, je l'avais même plus ou moins abordée. Mais tout à fait. En fait, aujourd'hui, plusieurs mécanismes existent. Parce que même de par le passé, ces conflits ont toujours existé. Je vous ai dit que ça ne date pas de maintenant. Oui, il y a des dans les années, voilà. Donc, vous avez les mécanismes classiques qui sont gérés par l'administration, qui a des structures, si vous voulez, qui interviennent en cas de crise. Par exemple, il y a souvent ce qu'on appelle des observatoires au niveau national, par exemple pour gérer des conflits, par exemple pastoraux et puis un peu de champs, de passage. Il y a ça. Ok? Il y a d'autres, je vais dire, réseaux, d'autres moyens classiques qui permettent par exemple de gérer des conflits entre villages. Parce que souvent, il y a des conflits de voisinage de villages. Oui, en tout cas, on a vu dans la crise de la mine de Perquan qu'il fallait d'abord réconcilier deux villages avant de pouvoir faire même les rituels parce que c'était compliqué. Il y avait un conflit autour de la mine entre les deux villages. Voilà. Donc ça, par exemple, il y a des mécanismes où souvent ça passe même par l'administration, par les forces de l'ordre. Moi je dis les forces de maintien de l'ordre parce que ça regroupe beaucoup de choses. Ça passe par les communes, vous voyez, et ça passe même par l'administration centrale, parce que l'administration territoriale peut intervenir. Donc il y a des cadres de concertation qui permettent de régler ces genres, qui sont des mécanismes classiques qui existent. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que l'autre mécanisme, c'est que c'est une crise. Quand ils n'ont pas encore pris un aspect ouvert et que par exemple il y a eu un accrochage entre deux entités, normalement, même par un règlement judiciaire, on doit être en mesure de le résorber. Tout cela rentre dans les mécanismes classiques. Mais sauf que, comme je l'ai dit, plus il y a une propension, c'est-à-dire qu'il y a une évolution des conflits, leur nature, et ce qui échappe aussi à ce type de résolution. À un moment donné, les mécanismes classiques-là ne sont plus efficaces et adapté. Ils prennent un coup, ils sont plus très adaptés. Voilà. Par exemple, si vous voulez utiliser la force en tout, ce n'est pas évident. Voilà. D'où, justement, il y a des mécanismes non classiques, notamment, qui rentrent en ligne de compte. Et c'est ce qu'on appelle les mécanismes africains, sinon les mécanismes traditionnels là, de résolution des conflits. Et dites-vous bien, ces mécanismes-là, c'est ceux qui marchent en général le plus et qui sont utilisés depuis des décennies au Burkina Faso jusqu'à aujourd'hui, depuis ces années indépendantes jusqu'à aujourd'hui. À savoir que, à travers que, par exemple, vous savez que ces mécanismes prennent en compte certaines forces de poids de terrain. Par exemple, la chefferie traditionnelle. Il y a des communautés ou des chefs de terre. Ou des chefs de terre. Lorsqu'ils sont en conflit, des communautés, si on dit que ça va se régler devant ces autorités qui ont une certaine emprise ou qui ont une certaine moralité de dominance psychologique autour de ces communautés-là, ils acceptent. Certains même disent que pour le résoudre, ils préfèrent plutôt aller chez le chef de terre ou chez le chef traditionnel pour aller le résoudre. Il y en a même qui préfèrent qu'on aille le résoudre là-bas, ils savent qu'à partir de là, en tout cas, ils seront plus, il y aura gage. Il y a d'autres voies. Il y a aussi, comme on le dit, il y a l'histoire des régions qui est souvent exploitée, avec toutes les pratiques sociales, comme par exemple, voilà, vous venez de parler des, on n'a pas parlé de ça, mais on a parlé comme les parentés, les alliances, oui. Les parentés à plaisanterie, oui. Voilà. Mais il n'y a pas que les parentés, même les fêtes, les grands regroupements, parce que souvent en fin de culture, vous voyez une zone ou une région qui se regroupe, mais ça participe en réalité à un certain équilibre, à des cohésions, à l'unité et à l'unicité au niveau en fait de ces régions-là. C'est des mécanismes qui sont utilisés et c'est très intéressant. Maintenant, je prends le côté aussi religieux, parce qu'il y a même certains cas où on a vu que c'est des approches religieuses qui ont permis aussi de résoudre, parce que les gens croient
effectivement que si on le ramène sur ce terrain-là, ça peut être exploité et ils acceptent. Donc, je suis en train de dire que des mécanismes africains existent, que ce soit au Burkina, au Sénégal, parce qu'au Sénégal, il y a eu des conflits dans le cadre, par exemple, de la gestion de certains terroirs fertiles et de fleuves qui irriguent, et des communautés. Vous voyez le conflit en Casamance, par exemple, aussi. Donc, il y a des mécanismes qui sont, en fait, qui sont possibles et qui permettent de résorber ce type de crise-là. Pourquoi? En fait, je pense que c'est parce qu'elles ont une nature environnementale liée à la ressource et à la survie de chaque communauté. Il n'est pas sûr que notre approche classique, ce n'est vraiment pas sûr que ça puisse résoudre cela. Il y a un terme que je n'ai pas voulu utiliser, mais en réalité, c'est des formes de réconciliation. Souvent, entre en fait les communautés sous en fait l'égide d'eux. Voilà un peu comment ça peut se passer. Ok, très bien. Il nous reste peu de minutes, mais dans votre présentation, j'ai dit que vous êtes enseignant écotoxicologue. Rapidement, c'est quoi enseignant écotoxicologue? Oui, donc l'écotoxicologie étudie, comme je dis, l'impact de la pollution sur l'environnement. Voilà, c'est-à-dire comment la pollution, en fait, impacte sur l'eau, sur le sol, sur les végétaux, sur les ressources naturelles, si vous voulez, sinon nos écosystèmes qui vivent. Donc, du coup, le lien qu'on peut faire avec ce qu'on dit, c'est quoi? Vous voyez, c'est un facteur de perturbation. C'est-à-dire que l'environnement, il a ses règles, et lorsque la pollution rentre, elle peut perturber et réduire, par exemple, soit la disponibilité aussi en eau, ou réduire, par exemple, certains étages de fonctionnement de l'environnement, et ça crée un déséquilibre, et ça aussi, ça peut revenir à un conflit. En fait, c'est une sorte de menace qui rentre dans un équilibre. Donc, l'exemple que je peux prendre pour que, par exemple, le cas minier, par exemple, l'apparition de l'activité minière, qu'est-ce que ça a entraîné au Burkina Faso? D'abord, c'est une autre forme de production et de contrôle de production de la ressource. Ça crée, maintenant, ce qui est en lien avec l'écotoxicologie, c'est là, par exemple, la méthode de production. Ça peut être l'industrie, mais ça peut être les orpailleurs même qui sont là, qui utilisent, par exemple, des produits chimiques, comme par exemple le cyanure. Quand le cyanure pollue l'eau, que ce soit les animaux, vous voyez les oiseaux, le bétail, y compris les hommes qui consomment cette eau-là ou qui touchent à cette eau pour n'importe quel usage, ils sont exposés et ça entraîne des morts. Ça a un coût économique grave. Vous pouvez avoir 100 têtes ou 200 têtes de bœufs parce qu'ils sont allés consommer une eau. En une journée, vous les perdez en un rien d'état. Donc, la conséquence économique, elle est très importante. Sans compter que cette pollution peut en fait toucher le sol. Et le sol, c'est quand même la base de la production alimentaire des populations. Ça peut jouer sur l'aliment. Ça joue sur l'aliment. Non seulement ça joue sur le rendement du sol lui-même, il peut tuer le sol en quelque sorte. Pour que le grand public comprenne, ça veut dire que le sol n'a plus ses capacités de production. Ça devient un sol mort. Donc, ce sol-là ne peut plus produire. Si vous faites ça dans plusieurs espaces, ça veut dire que vous réduisez vos capacités productives. Donc, vous voyez l'impact sur le sol. Et même directement sur l'homme lui-même. Donc, du coup, aujourd'hui, je dirais que ça soit à court terme, à moyen ou à long terme, l'entrée de la pollution dans les compartiments de l'environnement, l'eau, le sol et même l'air et tout ce qu'il y a, ça peut avoir des conséquences. Sur le plan économique. Sur le plan économique, sur le plan même sanitaire, la santé de l'homme. Par exemple, l'augmentation de certaines maladies cardiovasculaires qui en fait étaient peut-être des problèmes de santé publique moindres dans notre pays commencent à... Mais pas seulement dans le cas, il y a aussi d'autres maladies. Donc, est-ce qu'il y a des mécanismes pour mesurer les taux de toxicité? Voilà, en fait, justement, dans la pratique, justement, l'écotox va essayer de surveiller l'environnement par la prévision. Voilà, on va prévoir en surveillant la qualité de l'environnement, en regardant la qualité des sols. Il y a quel pourcentage de... Et dans ce cas, on définit les produits les plus... En fait, si vous voulez, en vue de créer des problèmes et on les surveille pendant un certain temps. Donc, c'est-à-dire qu'en principe, il y a des produits qu'on ne doit pas ou qu'on ne peut pas utiliser dans sur certains espaces. Par exemple, l'usage du cyanure est réglementé. Ce n'est pas donné. L'usage du mercure, c'est réglementé. L'usage des pesticides pour l'agriculture,
c'est réglementé. Et il y a des modes d'usage, aussi bien pour l'usager, mais sur le sol et autres. Parce qu'en réalité, si vous voulez, ces produits-là, s'ils sont dans l'environnement, qu'est-ce qu'ils font? Qu'ils soient sur la terre, le sol, ou qu'ils soient dans l'eau, lorsqu'ils passent dans les espèces, par exemple, ils peuvent passer dans les végétaux, les plantes qui vont se développer dans le sol, ils peuvent passer dans les plantes et s'accumuler. Donc, les plantes vont être concentrées en ces produits-là. Et si vous les consommez, ou bien vous prenez les animaux qui les consomment, ces produits-là vont se retrouver dans les tissus de ces animaux-là. Certains vont peut-être, si c'est dans des fortes doses, ils meurent. C'est ce qu'on appelle un effet immédiat. Voilà, c'est tout accidentel. Il y en a qui vont le porter, qui ne meurent pas, mais qui continuent à l'accumuler dans leur corps, donc dans leur chair, la viande que nous allons manger. Donc du coup, quand vous allez en fait sacrifier des bêtes comme ça pour la consommation, ça veut dire que vous aussi, vous prenez une part de cette pollution-là. C'est ce qu'on appelle le transfert de la pollution au niveau de la chaîne alimentaire. Et donc, de plus en plus on va vers les niveaux hauts, plus les concentrations d'ailleurs augmentent. Bon, pour ceux qui font le co-tox, ils connaissent, on parle de bioamplification. Voilà, donc il y a une amplification selon que, donc ça veut dire si on part du sol, en passant par l'animal à l'homme, c'est l'homme qui prend la plus forte dose en tant que tel. Voilà ce que ça veut dire. Donc, pour pouvoir en fait comprendre tout ça et ne pas se faire surprendre dans la prévision, qu'est-ce qu'on fait? On doit avoir en fait une mesure de la qualité des sols, ce qu'on appelle la surveillance des milieux. L'eau doit être vous savez que même l'eau de ressources là, on regarde la qualité. Vous n'allez pas prendre n'importe quelle eau pour faire de l'eau potable. On regarde d'abord le niveau de qualité de l'eau. Pour faire de l'eau potable, on ne prend pas n'importe quelle eau pour filtrer. On ne peut pas. C'est de l'eau qui a une certaine qualité. Par exemple, si vous prenez une eau qui est déjà polluée en arsenic à des taux très élevés ou bien en cyanure, mais cette eau-là, vous allez utiliser des systèmes de traitement, je ne suis pas sûr que ces systèmes-là puissent éliminer totalement. Donc, il peut y avoir des faibles doses qui peuvent exposer les consommateurs. C'est la même chose, même pour l'agriculture, hein, même pour les maraîchers et autres là. Si c'est très pollué, si vous les utilisez, ça va passer dans les plantes. Donc, vous voyez, même l'eau de surface, c'est que vous avez l'eau de retenue d'eau. Si on veut les utiliser, par exemple, pour la production de l'eau potable ou d'autres types d'usages industriels, il y a une certaine qualité qu'on regarde. Et donc, c'est la même chose pour le sol. On regarde la qualité des sols. Sinon, vous ne mettez pas n'importe quoi dans n'importe quel sol. Voilà. Donc, vous voyez que c'est cette surveillance-là qui peut permettre de prévoir, de corriger, de remédier. C'est-à-dire de corriger, de traiter des sols même, ou de trouver d'autres moyens de production et de ne plus, par exemple, utiliser pour ceux qui utilisent des pesticides. Bon, aujourd'hui, de plus en plus... Aujourd'hui, sur notre sol, il y a plein de pesticides. Oui, parce que, en fait, bon, puisque les gens veulent des rendements... des agriculteurs même qui utilisent... En fait, pour tuer l'herbe et puis semer, et puis bon, voilà. Ils utilisent les pesticides qu'ils appellent les engrais chimiques pour pouvoir entraîner une bonne production de leur culture. Est-ce que c'est très bien contrôlé chez nous? Justement, qu'on dise quel type de pesticide peut rentrer ou pas. Le contrôle, c'est un défi. Et le contrôle commence depuis l'exportation, tout le système de transfert jusqu'à l'utilisation, c'est ça. Et c'est bien ça qui est problématique aussi dans nos pays, c'est des grands défis. Et justement, si ce n'est pas aussi contrôlé, vous savez que les conséquences sont énormes sur la santé, même des individus, les hommes, mais aussi sur la santé de notre environnement, notamment notre sol, nos eaux. Et vous avez bien compris dans tout ce que je disais tout à l'heure, l'intérêt, l'importance de ces ressources naturelles ou de l'environnement pour la survie des personnes. Et des conséquences même que ça peut créer dans les équilibres même au niveau communautaire, social, ainsi de suite, ainsi de suite. Merci pour tout cet éclairage lié à l'environnement. Donc l'origine environnementale de la crise sécuritaire au Burkina Faso, c'était cette émission que, en tout cas c'est sur ce thème que nous nous sommes penchés aujourd'hui, mais le temps qui nous est imparti est terminé. Encore une fois, merci. Promesse a été tenue parce que nous avions promis de revenir sur cette notion de l'origine environnementale sur la crise sécuritaire au Burkina Faso. Donc promesse tenue. Merci encore à M. Moyenga pour la disponibilité. C'est moi qui vous remercie. Et pour tous ces éclairages qui nous ont été apportés. Madame, Monsieur, c'est la fin de cette émission. Nous vous disons merci, vous qui l'avez suivi, et nous nous donnons rendez-vous le week-end prochain pour un autre numéro de votre émission Monde Politique. Au revoir et bien des choses chez vous.